Il pensait que couper le câble suffirait. Il découvre qu'il bouge encore. Ghostnet a commencé pour Tenzin comme un simple dossier zip qu'il ouvre sur un vieux PC dans un bureau anonyme de Dharamsala et qui, en quelques clics, va mettre à nu 103 pays. Tenzin est administrateur système pour le bureau du Dalai Lama. Il passe ses journées à trier des emails, changer des mots de passe, dépanner des imprimantes. Ce matin-là, il surveille la fenêtre d'un client mail fatigué. Il clique, il relit, il hésite. Sur l'écran, un message semble venir d'un diplomate indien. Pièce jointe, programme, virbil, vise dément vise, coin toadibel, point de terre. Il plie de la main sur l'assortiment. Oui, il volait. Programme, vise dément vise. Programme, vise dément vise. Est-ce puisque vous avez des martifs soi? Mais le chose avait radine de mer. Il cède le même margé comment de vos traits de l'artre. Il pose la main sur l'écran qu'il vous a choisi d'annoncer de le gros de vie de martif. Programme, vise dément belot. Sur l'écran, un message semble venir d'un diplomate indien. Sur l'écran semble votre demi, il va vous peut-être la mort sur le repré première chose retout de tamier. Programme, pose la main sur la souris. Il ne voit rien. Il ne sent rien. Pourtant, à cet instant précis, une machine éloignée vient d'ouvrir une porte dans son ordinateur. Le piège, au début, ne ressemble pas à un réseau mondial. Il ressemble à des coïncidences. Tenzin remarque que des rendez-vous censés rester secrets sont annulés à la dernière minute. Des contacts lui écrivent, inquiets, parce que leur discussion privée semble déjà connue par des autorités chinoises. Il réinstalle des machines, il scanne, il ne trouve presque rien. Les lenteurs reviennent. Les emails suspects aussi. Les ONG parlent de surveillance, les militants chuchotent, mais personne n'a de preuves solides. Le doute s'installe. L'anomalie surgit une fois, puis deux, puis trop souvent. Tenzin voit des diplomates arriver à Dharamsala avec, dans leurs yeux, quelque chose de cassé. Ils savent que leurs échanges ont été lus. Un jour, un document censé n'exister que dans un seul ordinateur se retrouve cité presque mot pour mot dans un interrogatoire, rapporté par un contact au Tibet. Les manifestations de mars 2008 viennent de laisser des dizaines de morts et de disparus. La répression est partout. Et pourtant, la précision des questions posées aux manifestants dépasse ce que la rue pouvait offrir. Une ONG évoque des emails piégés. Un journaliste parle de quelque chose de plus grand, quelque part, qui écoute tout. Au Citizen Lab, à Toronto, un nom commence à circuler à voix basse pour désigner ce qu'il soupçonne sans encore l'avoir dessiné. Ghostnet. Hypothèse A, pour Tenzin, est simple. C'est le récit rassurant que tout technicien répète pour rester debout. Il se dit que les fuites viennent d'une taupe, d'un téléphone posé sur une table, d'un militant imprudent qui transmet un PDF sur une messagerie non chiffrée. L'idée d'un réseau mondial lui paraît trop romanesque. Il connaît la fragilité des gens, pas celle des machines. Le bureau du Dalai Lama travaille avec des bénévoles, des ordinateurs d'occasion, des connexions lentes, un mail imprimé et oublié, une clé USB perdue dans un cybercafé, un appel intercepté au passage. Tout cela suffit à expliquer des bribes d'informations qui circulent. Les responsables politiques qu'ils protègent préfèrent aussi cette version. Un individu fautif, identifiable, excluable, plutôt qu'une menace diffuse, invisible. Dans les conversations de couloir, on parle d'indiscrétion, de maladresse, de trahison humaine. Cette hypothèse s'effondre en un instant quand un seul ordinateur, resté déconnecté physiquement d'Internet pendant plusieurs jours, affiche pourtant des connexions sortantes vers une adresse inconnue aussitôt qu'il est reconnecté au réseau. Un silence lourd suit. Alors Tenzin bascule dans une autre histoire. Hypothèse B devient une sorte de récit technique complexe, presque rassurant à sa manière. Il se convainc d'avoir affaire à un malware classique, une infection isolée, un outil malveillant acheté sur un forum obscur, utilisé par un groupe opportuniste pour espionner quelques boîtes mail tibétaines. Il explique aux responsables que c'est probablement un cheval de Troie répandu, qu'on voit un peu partout, sans stratégie géopolitique précise. Les adresses IP d'origine, qu'il commence à relever, pourraient appartenir à des machines zombies, contrôlées par des criminels intéressés par la revente de données. L'attaque serait simplement tombée sur eux parce que leurs systèmes sont vulnérables. Il imagine une structure horizontale, chaotique, où des acteurs variés se servent des mêmes outils pour des objectifs variés. Un bruit numérique, pas une opération ciblée. Puis les chercheurs du Citizen Lab croisent ces journaux de connexion avec ceux d'ONG, d'ambassades et d'autres institutions.
Et ce qu'il pensait être une infection isolée se révèle être un fil reliant discrètement plus de 1200 machines dans 103 pays. Hypothèse C s'impose alors, dérangeante, presque trop nette. Ce n'est pas un bruit, c'est une mélodie. Les outils utilisés semblent accessibles au public, les techniques banales. Mais l'ensemble des cibles dessine un motif qui colle trop bien aux priorités d'un État précis. On ne serait plus face à des criminels recyclant des malwares, mais à des opérateurs capables de se cacher derrière des outils banals pour mener une opération stratégique. Et lorsque les adresses de commande renvoient massivement vers des serveurs situés en Chine, parfois sur une même île, la question cesse d'être technique pour devenir politique. Le mur, pour Tenzin, ne se dresse pas sur un écran. Il se dresse dans une salle de réunion étouffante, ventilateurs grinçants, câbles emmêlés, quand il doit expliquer à des responsables tibétains qu'ils n'ont plus la main sur ce qui se passe dans leur propre machine. Une seule chose bloque tout, la confiance, ou plutôt son absence totale. Chaque fois qu'il propose une mesure, quelqu'un demande « Et si ça aussi était compromis ?» Quand il branche un disque USB pour copier une image système, il sent une goutte de sueur couler dans son dos, non pas à cause de la chaleur, mais parce qu'il sait que le moindre support peut être déjà contaminé. Il doit coopérer avec le Citizen Lab, envoyer des échantillons, des journaux, laisser des étrangers regarder dans les entrailles des ordinateurs qui contiennent des années de lettres, de listes de contacts, de projets d'action. L'air paraît plus dense. Le contexte politique ne vient pas en introduction. Il tombe au milieu de cette panique très concrète. Des militants lui montrent sur leur téléphone des vidéos de la répression au Tibet, coupées, floues, téléchargées au milieu de coupures de réseau. Il raconte des interrogatoires où les agents semblent déjà connaître les prénoms, les dates de réunion, les noms de code utilisés dans des emails qui, théoriquement, n'ont jamais quitté ce réseau. Les gouvernements étrangers se montrent soudain plus prudents. Des rendez-vous diplomatiques sont déplacés, annulés, sans explication. Certains consulats filtrent davantage les contacts tibétains, par peur d'être eux-mêmes surveillés. Au labo, à Toronto, Ronald Deibert coordonne l'analyse, mais à Dharamsala, Tenzin reste celui qui doit regarder chaque écran, brancher chaque câble, tenter de maintenir tant bien que mal des opérations quotidiennes sur des machines qu'il sait infester. Il envoie des images disques, suit des protocoles dictés à distance, pendant que des manifestations continuent au Tibet, pendant que des ONG publient des rapports sur la surveillance numérique ciblant les Tibétains, les dissidents chinois, les militants ouïghours. La politique ne se discute pas dans des colloques, elle se glisse dans le curseur qui lag, dans la fenêtre de webcam qui s'allume une fraction de seconde sans raison apparente. Le mur se resserre quand l'équipe du Citizen Lab commence à cartographier l'ampleur de l'infection. Les résultats montrent que les machines du bureau du Dalai Lama ne sont pas des exceptions, mais une partie d'un ensemble beaucoup plus large. Pourtant, pour les personnes assises autour de Tenzin, cela ne change rien à la sensation de claustrophobie. Ce qui les obsède n'est pas la géographie des 103 pays, mais le fait que chaque phrase qu'ils prononcent près d'un ordinateur peut, potentiellement, être entendue très loin d'ici. Une des responsables politiques se met à coller des pansements sur les caméras intégrées des laptops. Un autre arrête d'écrire certains mots dans les emails, les remplace par des métaphores absurdes. Tenzin, lui, passe des nuits à regarder défiler des flux de paquets, à tracer des routes qui quittent l'Inde, traversent des serveurs, s'arrêtent sur des adresses IP qu'il note à la main sur un carnet usé. Et plus le Citizen Lab progresse, plus ce carnet devient lourd. Il contient des IP chinoises, d'autres disséminées dans divers pays, parfois sur des serveurs compromis eux-mêmes. Les logs montrent des connexions régulières, patientes, qui ne déclenchent aucun antivirus commercial installé sur ces vieux systèmes. L'ingénierie sociale fait le reste. Des emails parfaitement crédibles, envoyés depuis des adresses usurpées, évoquent des événements précis, des réunions, des appels à soutien. Il devient presque impossible de dire aux utilisateurs « n'ouvrez rien ». Leur travail repose justement sur ces échanges. Une fatigue sourde apparaît. Une fois, Tenzin tente de couper radicalement la connexion d'une ligne entière de bureaux. Les militants protestent. Sans Internet, ils perdent contact avec des réseaux de soutien, avec des journalistes, avec des familles au Tibet. Le seul moyen de se protéger complètement serait de se taire. Le mur, c'est ça. Choisir entre être entendu par le monde entier, en prenant le risque d'être écouté par ceux qui veulent vous faire taire, ou se couper et disparaître. Au même moment, à des milliers de kilomètres, les serveurs identifiés sur l'île de Hainan continuent de recevoir calmement leur flux de données, sans bruit, sans effet spectaculaire. Tenzin, lui, sent un autre type de douleur physique.
La trace noire d'un câble réseau coincé sous un pied de meuble qui lui écorche la peau à force de le frôler quand il se penche sous les bureaux, jour après jour. Une marque minuscule, mais permanente, qui lui rappelle que tout passe par ces fils qu'il ne contrôle plus vraiment. Les experts, une fois l'enquête publiée, écrivent que GhostNet est un exemple emblématique d'opération d'espionnage numérique sophistiquée reposant sur des techniques relativement simples. Dans leur débat, ils insistent sur la difficulté d'attribuer formellement l'opération à un État, tout en notant la remarquable cohérence entre les cibles visées et certains intérêts stratégiques chinois. Ce qu'ils refusent d'admettre publiquement, c'est que leur incapacité à pointer un responsable précis les protège aussi eux-mêmes d'avoir à prendre des positions politiques claires. Pour Tenzin, la résolution n'a rien d'héroïque. Elle ne commence pas par un démantèlement, mais par un rapport. Tracking GhostNet, Investigating a Cyber Espionage Network, publié le 29 mars 2009, qui donne enfin un nom à ce qui se glissait silencieusement dans ces machines. GhostNet y est décrit comme un réseau distribué de machines compromises, un botnet, piloté par des serveurs de commande et contrôle, utilisant des variantes de JH0STRAT. C'est seulement là, en lisant les premières pages traduites, qu'il comprend que ce qu'il croyait être son problème déborde largement d'Aramsala. Ambassade, ministère des Affaires étrangères, organisations internationales. Sur la carte qui circule dans les médias, le bureau du Dalai Lama n'est qu'un point parmi d'autres. Ce qu'il croyait vrai s'effondre brutalement. Il pensait que la fragilité venait d'eux, de leurs moyens limités, de leur manque de formation. Il croyait que leur exposition au risque était le prix à payer pour leur visibilité politique. Avec GhostNet, ils découvrent qu'ils n'ont jamais été une cible isolée. Ils étaient un élément d'un tableau beaucoup plus vaste, où la diplomatie mondiale, les ONG, les ministères, tout un tissu de relations internationales était déjà percé de trous invisibles. La consolation qu'il imaginait possible, celle d'un ennemi unique qu'on pourrait nommer et affronter, se dérobe aussi. Le rapport du Citizen Lab refuse de conclure. Rien ne prouve publiquement que le gouvernement chinois, en tant qu'entité officielle, soit directement derrière chaque connexion observée. Les serveurs sont souvent situés en Chine, les cibles correspondent à des sujets sensibles pour Pékin, mais les auteurs parlent de possibilités multiples, groupes para-étatiques, hackers patriotiques, acteurs privés alignés sur des intérêts nationaux. Cette zone grise prive Tenzin d'un récit simple. Il n'a pas de visage à haïr, seulement une infrastructure, des adresses IP, des noms de domaine. Ce qu'il découvre à la place est plus sombre et plus limité. Les méthodes employées par GhostNet ne sont ni magiques ni infaillibles. Ce sont des emails de spear phishing bien rédigés, des exploits sur des logiciels de bureautique, des RAT facilement téléchargeables. Rien qui ne puisse être reproduit par d'autres. GhostNet, comme réseau spécifique, semble se dissoudre, se transformer après la publication du rapport. Les opérateurs ont probablement déplacé leurs serveurs, changé leurs outils, mais les techniques, elles, restent. Elles se retrouvent dans d'autres campagnes, d'autres rapports, d'autres scandales. La révélation ne ferme pas la brèche, elle la décrit. Dans les années qui suivent, Tenzin met en place des procédures, chiffrement plus systématique, tri plus strict des emails, formation rapide pour apprendre à repérer des pièces jointes suspectes. Il demande de l'aide à des entreprises de cybersécurité, suite à distance des webinaires produits pour les ambassades et les ONG. Les machines sont réinstallées, les systèmes mis à jour, des outils de détection d'intrusion déployés. Des CERT, des CSIRT se créent ou se renforcent dans des ministères étrangers. Les menaces d'espionnage informatique intègrent officiellement les stratégies nationales. Mais chaque amélioration technique s'accompagne d'une prise de conscience amère. Leurs communications ne seront jamais totalement sûres. La frontière entre ce qui est en ligne et ce qui ne l'est pas s'estompe. Même un document gardé hors d'Internet peut être photographié, perdu, recopié. GhostNet montre surtout à Tenzin que la compétition géopolitique ne se joue plus uniquement dans les couloirs des sommets internationaux, mais dans les attachements d'un simple email, dans l'exploit qui s'exécute quand on ouvre un fichier PDF. Les conséquences internationales s'accumulent. GhostNet devient une étude de cas citée dans des rapports gouvernementaux, des publications académiques, des formations en sécurité. On en parle à l'ONU, à l'OTAN, dans des forums spécialisés, pour réclamer des normes de comportement responsables dans le cyberespace. Pendant ce temps, de nouvelles campagnes d'espionnage reprennent les mêmes recettes. Spear phishing ciblé, RAT, infrastructure C2 distribuée. Les noms changent, les rapports se multiplient,
mais le schéma reste. Pour Tenzin, tout cela laisse une question suspendue, plus personnelle que les débats d'attribution ou les stratégies de cyberdéfense. Si un réseau comme Ghostnet a pu rester actif plusieurs années en infiltrant des institutions dans 103 pays avant d'être mis au jour, qu'est-ce qui, aujourd'hui, se cache encore dans les machines qui croient protéger? Dans la petite pièce où il travaille, l'écran d'un ordinateur portable affiche un fond d'écran bleu trop saturé. Les rideaux sont tirés à moitié, laissant passer une lumière poussiéreuse qui découpe la silhouette de Tenzin penchée sur un clavier. Sur la webcam, un rectangle de ruban adhésif s'est décollé sur un coin, laissant un triangle sombre, comme un œil qui entr'ouvre sa paupière. Sur la table, un ventilateur en plastique fait vibrer un tas de câbles entortillés qui touchent le sol et effleurent son pied nu. Au loin, on entend des klaxons étouffés, puis le bref grésillement sec d'un onduleur qui bascule sur batterie. L'écran, lui, reste allumé, sans bruit, curseur immobile au centre d'un email qu'il n'ose pas encore ouvrir.